Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Un jour, j'ai prêté serment. Alors, il ne s'agit pas de moi, je vous rassure tout de suite. J'ai fait des serments, j'espère que je les ai tenus. Non, on parle d'un certain serment, et vous le savez, le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, celui qui engage tous les médecins du monde d'ailleurs. Non limitant guérir, tu ne nuiras point. Et Dieu sait si on en a parlé depuis un certain virus étrange venu d'ailleurs, il y a 5 ans, Covid. Et la personne qui a fait ça, ils sont 2 auteurs, David Bouillon et Gilles Bréac. David Bouillon, on l'a déjà reçu à plusieurs reprises et toujours avec plaisir. D'ailleurs, David Bouillon, le docteur David Bouillon, qui est médecin généraliste, il a à la fois la chance et la malchance d'être un marginal au bon sens du terme, mais c'est un vrai médecin généraliste. Et évidemment, rappelez-vous, il y a 5 ans, nous n'étions pas nombreux à nous poser des questions, pas à dire que telle ou telle chose était bien, on ne prenait pas position pour ou contre la vaccination, mais on se posait des questions. Et à l'époque, il fallait surtout pas se poser des questions, hein. Ou alors vous passiez pour un complotiste, ou vous passiez pour un sulfureux, ou vous passiez pour quelqu'un qui était d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou évidemment la solde de puissance étrangère, et pas du tout de Big Pharma, parce que Big Pharma, comme on sait, c'est une institution pauvresse qui n'a pas un sou. Et David Bouillon, alors, un jour, j'ai prêté serment, et David Bouillon est venu nous voir à plusieurs reprises, et au fond, à un moment donné, David, vous avez très très souvent dit, oui, mais on ne peut pas soigner comme on soigne maintenant, il faut soigner autrement. Je le rappelle. Et là, vous sortez un livre, et il y a eu depuis d'autres problèmes qui sont posés, notamment, effectivement, la question de la fin de vie. Il y a eu une loi en France un projet de loi, la loi n'est pas encore votée par rapport à la loi Minority, mais au-delà de l'euthanasie, au-delà du Covid, au fond, la question que j'ai envie de poser, c'est quoi être médecin ? C'est quoi être médecin quand on essaie de légiférer à droite, à gauche, et avec les conflits d'intérêts et tout cela ? C'est quoi être médecin, David Bouillon ? Bonjour Monsieur Berkov, bonjour André, bonjour toute l'équipe de Sud Radio, et merci de m'avoir reçu, de nous avoir reçus aujourd'hui, parce que c'est tellement difficile. Alors, le médecin que je suis n'est pas un métier, je vais dire, traditionnel. C'est une vocation qui vient de mon enfance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être médecin, j'étais un enfant. J'ai eu une maltraitance par mon père. Comme tout le monde, oui. Voilà. Vous avez été maltraité, j'ai vécu la maltraitance de ma grand-mère, qui a été mise dans une maison de repos, dans une EHPAD contre sa volonté. Et en tant que médecin, après, j'ai vécu le suicide de mon frère. Donc, le médecin que je suis, c'est un homme qui a prêté un jour un serment en 90, donc en 90 pour les Belges. Et dans ce serment, il y a tout ce que j'ai besoin pour aider, pour soigner, pour protéger, pour apporter une médecine de qualité, puisque dans ce serment, les mots les plus puissants, c'est quand même respecter les droits fondamentaux, c'est quand même la dignité humaine, c'est le respect du droit à la vie, c'est une médecine de qualité, je viens de le dire, accessible à tous, s'il vous plaît, du sans-abri au plus riche du pays, sans discrimination, donc c'est-à-dire du plus jeune au plus âgé, et donc avec un devoir, avec une responsabilité, avec une volonté d'informer au mieux son patient, qui reste toujours la priorité du médecin que je suis. Et un des mots les plus importants dans ce serment, c'est que je dois mener cette mission sans la contrainte, c'est-à-dire sans penser à un seul instant à de l'argent ou à faire sa gloire ou à faire le bénéfice de quelqu'un d'autre. Le patient est vraiment la priorité dans ce serment. Alors évidemment, quand on a ce serment, je vais dire, dans sa tête et dans ses souffrances, des moments où une personne n'a pas sa dignité, n'a pas cette médecine de qualité, il fallait trouver un ensemble de réalisations, il fallait trouver un ensemble de comportements pour pouvoir apporter la dignité. D'accord. Même s'il y a une perquisition, même s'il y a des auditions, même s'il y a une suspension, moi je n'ai pas trahi mon serment, l'ordre des médecins l'a trahi. Alors, juste, on ne va pas revenir sur toutes les circonstances, effectivement, que vous avez traitées. Gilles Bréac, je vous demandais, vous êtes écrivain ?
Vous êtes éditeur, on peut dire, parce que qu'est-ce qui vous a amené éditeur? D'ailleurs, j'adore le livre de David Bouillon et Gilles Bréac s'appelle Moi-même édition. Oui. Bon, c'est pas une marque de narcissisme excessif, non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Le monde de l'édition, que ce soit en France mais certainement en Belgique, est très compliqué. Il y a très peu de maisons d'édition. Donc, on l'a fait soi-même et c'est bien. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, Gilles Bréac, à travailler avec David Bouillon sur ce livre? Tout d'abord, j'ai été amené à travailler... Mais avant le livre, la genèse, en fait, de ma rencontre avec lui, c'est le film. Ah oui. C'est le film Serment d'Hippocrate et Dignité. Absolument. Via une connaissance commune... Alors, il a été fait quand, le film, exactement? Il a été fait l'année passée. L'année passée, c'est ça. 2024. Oui. Et donc, je dirais en avril, mai, je ne sais pas exactement, David discute avec une personne. Il dit, moi, je voudrais bien laisser un témoignage. Éventuellement, pourquoi pas faire des vidéos, ou il savait pas trop. Et cette personne a dit, tiens, moi, je connais quelqu'un qui fait de la vidéo... qui peut peut-être t'aider. Et donc, du coup, il m'a téléphoné en me disant, voilà, je suis médecin. Micro. Je suis médecin et j'aimerais bien faire un film. Je dis, je dis, c'est quoi ça? Donc, on a beaucoup discuté. Et puis, j'ai dit, ok, moi, je suis partant. Allons-y, faisons ce film. Et on a tourné ce film en même pas 2 mois. On a commencé le tournage début juillet et il était en salle au mois de septembre 2024. Alors, comment étaient les réactions au film? Parlons un peu du film, quand même. Extraordinaire. En fait... Vous l'avez montré, dans diverses salles? Alors, on l'a montré... Dans un premier temps, on a fait des projections débat. D'accord. Dans des salles de cinéma? Dans des salles de cinéma, absolument. Même dans des gros complexes de cinéma. Donc, c'était quand même vraiment très intéressant. Maintenant, je le dis quand même, il est disponible entièrement gratuitement sur YouTube. Alors, pour les gens qui veulent aller YouTube, ils doivent taper quoi? Serment d'Hippocrate et Dignité, ils tombent dessus. Serment d'Hippocrate et Dignité sur YouTube, et ils tombent dessus. Et ils tombent dessus. D'accord. Et c'est un film témoignage, mais ça, je pense que David redira un mot sur le fond du film. Mais moi, j'ai été sidéré, en fait, en tournant ce film. Je suis un citoyen comme tout le monde. Oui, j'ai des petits problèmes de santé comme tout le monde aussi, mais je ne m'attendais pas à recevoir en pleine figure des témoignages comme j'ai entendu de telle détresse et de manque de dignité qu'on peut avoir lorsque l'on a un souci de santé ou même un souci social, parce qu'il y a ça aussi dans le film. Il n'y a pas que des problèmes de santé. Il n'y a pas que des problèmes pour les personnes âgées non plus. Ça touche tout le monde. Tout le monde, oui. Les réactions qu'on en a eues sur ce film, d'abord, c'est que très souvent, les gens nous ont dit on reconnaît Tati Germaine, on reconnaît tonton Bazar. Mon cousin, ma grand-mère, etc. Sans le savoir, ce sont des cas qu'ils avaient déjà vécus. Mais est-ce qu'ils faisaient un déni de ce qui se passait réellement? Je n'en sais rien, mais en attendant, très souvent, la première réaction, c'était ça, c'est de nous dire... On a revu des cas de notre famille là-dedans. Je comprends. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est que ce film a été vu par des Belges, évidemment, mais aussi par beaucoup de Français. Et ils nous ont dit la même chose. Donc ça veut dire que, les problèmes étaient les mêmes. Oui, bien sûr. Je reconnais tel ou tel. Exactement. Donc, quelque part, je crois que le souci n'est pas un souci de pays, le souci est un souci bien plus large. Bien sûr. Et ça, c'était important. Alors, David Bouillon, juste sur ce film, parce que vous savez, si vous avez envie de regarder le film, et je crois que ça vaut le coup largement de le regarder. Donc, c'est Serment d'Hippocrate et Dignité. Donc sur YouTube. Serment d'Hippocrate sur YouTube. Alors, David Bouillon, comment vous avez choisi? Dites-moi juste concrètement un ou deux cas. Comment vous avez choisi les personnages avec qui vous entretenez? C'est vos patients, c'est quoi? Ah non, donc je voudrais dire que je suis le médecin d'une fondation, donc la fondation Lagardère, Dr David Bouillon, protection de la personne âgée. D'accord. Depuis 2017, je travaille à travers d'associations depuis le suicide de mon frère. Et je voulais apporter à travers ce film des personnes qu'on n'entend pas, qui sont invisibles, qui sont dans l'ombre, comme nous avons discuté à l'émission précédente. Et ce sont des personnes âgées que je voulais
laisser parler, laisser témoigner devant un micro pour qu'ils expliquent ce que j'ai vécu avec eux. C'est-à-dire, ils appellent le médecin traitant, il ne vient pas. Ils sont victimes d'un avocat pour leur argent. Ils sont dans une caravane parce qu'ils sont sans abri. Enfin voilà, tout des atteintes à la dignité qui passent à travers les mailles de la visibilité, au niveau de la presse, au niveau de l'ordre des médecins, au niveau de la justice. Et une fois que j'ai récolté ces témoignages, ça veut dire que d'autres personnes se sont retrouvées dans la même situation. Et donc, je suis en train de clamer maintenant, d'alerter depuis plusieurs années que cette dignité humaine en Belgique et en France n'est pas respectée. Non seulement elle n'est pas respectée, mais on en fait un déni. On en fait vraiment comme un problème qui doit être sous silence. Bouillon, ça c'est pas nouveau. Hélas, vous savez que la dignité n'est pas respectée, qu'il y ait des damnés de la terre, etc. Et c'est très bien. Mais au fond, ce que vous voulez apporter, vous, c'est quoi spécifiquement? Ce sont les témoignages de ce qu'une personne âgée a vécu. Un exemple. Je vais vous donner l'exemple quand même le plus important. Allez-y. J'ai un monsieur dans le film qui a 98 ans. 98 ans. Il a, pendant la crise sanitaire, une infection. La crise du Covid. Oui. Ben oui. Il a une infection. Pas de prise de sang par le médecin traitant, donc à Bruxelles, pas d'examen. Donc on dit c'est la Covid, avec une complication. Le médecin traitant dit il va mourir. Il va mourir. Donc pas de traitement, pas de prise de sang, pas de prise en charge. C'est pas la peine qu'on s'en occupe. Non. Donc, donc, comme c'est une famille quand même assez aisée, ils avaient même appelé déjà le prêtre qui devait préparer les premières démarches donc pour l'enterrement. Et puis, par les réseaux sociaux, grâce à vous et à d'autres, on appelle le docteur Bouillon de Mons, qui, avec mon véhicule, j'ai été l'examiner. Mais moi, qu'il ait 98 ans, ou 20 ans, ou 2 ans, j'ai fait la même méthode de travail, c'est-à-dire une consultation complète, une prise de sang qui a révélé une infection, une septicémie manifeste, et puis j'ai dit, je vais faire comme les autres. Je vais mettre l'antibiotique en intraveineux à domicile, une hospitalisation à domicile, avec de l'oxygène, antibiotiques, cortisone, et je suis retourné de son chevet en disant... Il va mourir, il avait un teint gris, il n'était pas bien, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, Monsieur Berkoff. Et donc, j'ai été choqué, j'ai été outré que, quelques jours après, il se levait de son lit. Et aujourd'hui, il a fêté ses 100 ans, il est toujours en vie après 2 ans. Aujourd'hui, ah oui, enfin en ce moment. Ah oui, il est toujours en vie, il a fêté ses 100 ans, et il a eu un traitement comme une personne de 20 ans, sans avoir été à l'hôpital. Oui, c'est une très très belle histoire. David Bouillon, on va continuer à en parler juste après cette petite pause, mais c'est une histoire très exemplaire. À l'heure où on se dit, oh là là, il est temps de faire des économies, la sécurité sociale dépense beaucoup pour les gens en fin de vie, donc la fin de vie, on va en parler de cette histoire d'euthanasie. Il part en Espagne demain. Il part en Espagne demain, ce monsieur de 100 ans. Il part en Espagne demain. Oui, rejoindre sa parent. Écoutez, bon voyage à ce monsieur, à ce centenaire. On continue d'en parler avec Gilles Bréac et avec David Bouillon. À tout de suite. Restez avec nous. 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Un livre à lire, un livre que je vous recommande. Un jour, j'ai prêté serment. Le docteur David Bouillon avec Gilles Bréac, avec l'écrivain Gilles Bréac et l'éditeur Gilles Bréac, on peut dire, voilà, oui, on va le montrer, absolument, vous faites bien de le montrer, voilà. Donc, je voudrais revenir à ça, juste David Bouillon, et ensuite je voudrais la parole de Gilles Bréac. Est-ce que, au fond, vous avez parlé de cet homme de 98 ans qui, aujourd'hui, je rappelle, bon voyage à lui, à 100 ans, il part en Espagne, alors qu'on l'a donné pour subclaquant, mort, défini, et il fallait surtout qu'on l'enterre, surtout qu'il y avait de l'argent derrière, alors, qu'est-ce que vous voulez, ça compte. Bon, mais David Bouillon, aujourd'hui, effectivement, on a ce problème, et on a vu en France, avec le projet de loi sur l'euthanasie, il y a déjà quand même le loi sur les soins palliatifs qui a été voté à l'unanimité, bien sûr. Vous pensez quoi sur cette loi sur l'aide à mourir? Parce que
juste, je ne veux pas faire l'avocat de tel ou de tel parti, mais on peut dire aussi que il y a quand même des gens qui ont le droit, et j'en ai connu, des amis très chers, et même des parents, qui disaient, écoutez, moi, voilà, ils souffraient pas, ils n'étaient pas au dernier degré de la souffrance, ils avaient un cancer, mais ils disaient, voilà, moi j'ai fait, et l'autre avait juste des choses aux pieds, enfin, il était fatigué, paralysé, et il disait, voilà, moi je veux en finir, et en toute lucidité, il disait, voilà, je veux en finir. Est-ce que ces gens-là n'ont pas aussi le droit, en toute conscience, de choisir sa mort comme on choisit sa vie ? David Bouillon. C'est une très bonne question. Et donc, en tant que médecin, et surtout avec l'expérience de 35 ans derrière moi, moi, je suis toujours contre une loi. Pourquoi ? Parce que le serment qui est dans le livre, c'est une relation privilégiée entre le médecin et son patient. Alors, il est évident que le patient a confiance en son médecin, et évidemment, si maintenant il y a de l'agonie, s'il y a de la souffrance, si on est dans une fin de vie, on n'a pas besoin de la loi. Ça va se faire automatiquement, normalement. Sédation profonde, mais par exemple. toujours en binôme, ça veut dire avec le consentement du patient, avec son accord, et surtout après avoir quand même mis en place ou déterminé un bon diagnostic. Parce que dans cette loi, pourquoi je suis contre... Parce que vous l'avez en Belgique, vous, l'aide à mourir. On a l'aide, et il faut 2 médecins, il faut le consentement éclairé du patient, ça doit être enregistré. Ça ne va pas comme ça. Et c'est un acte médical, ça doit être exercé par un médecin. C'est pas toujours le médecin qui met la fin de vie en route, ça peut être une infirmière, et c'est illégal. Donc, avant d'aller plus loin dans une loi, mais appliquons déjà les lois qui existent, parce que M. Bercoeur, vous avez parlé du palliatif, vous avez parlé de la fin de vie, mais il y a d'abord la loi relative aux droits du patient. Donc ça veut dire que qu'on soit en bonne santé ou on ne le soit pas, qu'on soit avec des cancers généralisés, il y a la loi relative aux droits du patient qui est bien complète en Belgique et en France. C'est-à-dire la continuité des soins, le consentement éclairé, si le patient une médecine de qualité. Finir, en toute lucidité et en toute lucidité, je ne parle pas des gens qui sont déjà ou psychiatriquement très très diminués, je pose la question, ou qui disent, écoutez, moi je sais que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est fini, donc ça va, j'ai bien vécu, j'en ai assez. Monsieur Bercoff, pensez au monsieur de 98 ans. Si maintenant le médecin dit il n'y a plus rien à faire et qu'il a une injection dans les minutes ou les jours qui suivent, alors qu'il est complètement guéri et il part en avion en Espagne. Donc, Monsieur Bercoff, je suis contre la loi parce que ce n'est pas une loi qui doit être faite que par des politiciens, c'est une loi qui doit être faite aussi par des médecins, parce que l'euthanasie, qui sont d'accord. Regardez, Monsieur Bercoff, l'euthanasie, comme il est pratiqué par un médecin, il faut quand même que des médecins de terrain, je parle des médecins de terrain, pas des médecins de plateau, ou pas des médecins, je vais dire, qui ont des conflits d'intérêts. Je parle de médecins qui, en face du patient, combien de fois, Monsieur Bercoff, j'ai changé le diagnostic qui avait été posé. Et ce diagnostic posé était une maladie incurable, c'était une vie qui allait s'abréger dans les jours. Et pour finir, on fait un bilan, et ce n'est pas une maladie incurable, c'est parce qu'il y avait un cancer qui était là qu'on ne savait pas, mais qu'on pouvait opérer, qu'on pouvait guérir, et ces personnes, 10 ans après, sont encore là. De quel droit peut-on mettre une vie en danger si on n'a pas la certitude que le patient a eu la bonne information et le bon diagnostic? C'est là le problème de cette loi. Alors c'est intéressant, David Bouillon, parce que mais si lui le demande, vous savez, vous posez le problème, on sait, ça va au-delà c'est le problème métaphysique ou du suicide. C'est presque un problème philosophique. Camus disait le problème le plus important, c'est le suicide. Mais que dites-vous, par exemple, enfin évidemment, je prends des exemples célèbres, mais un Hemingway, par exemple, qui décide, il dit d'en finir. Voilà, moi j'ai vécu un Romain Gary qui s'est alors là c'est le suicide, mais quand même qui a dit voilà, moi c'est fini, j'en peux plus. Monsieur Bercoff, il y a le secret médical, il y a la vie du patient. Mon frère a téléphoné à son psychiatre pour le prendre en main, il a refusé, il s'est suicidé le lendemain. Donc ça veut dire que quand on est dans un suicide ou quand on est dans une demande d'injection létale, il faut vraiment un dossier en béton, parce que le patient doit être bien informé, il doit être mentalement aussi bien formé. Parce que j'ai connu des personnes âgées pendant cette crise sanitaire qui se sont laissées mourir parce qu'on leur a répondu au téléphone
pas aller à l'hôpital, le médecin ne viendra pas, je ne viendrai pas vous soigner, madame. Mais alors, c'est une euthanasie déguisée, c'est une euthanasie provoquée. Donc, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Alors que notre serment nous impose de ne jamais laisser une personne dans l'agonie, dans la souffrance. Donc, il y a des solutions pour, évidemment, mettre une fin de vie dans la dignité. Mais pas à travers une loi, pas en punissant celui qui donne des bons conseils, comme j'ai vu dans le journal en France. On ne peut pas punir quelqu'un qui donne une bonne information à son patient pour éviter l'euthanasie. Donc, tant que le patient reste dans sa dignité, il a le droit à la vie. N'oublions pas cette Convention européenne des droits de l'homme. C'est la dignité et le droit à la vie. Donc, quand on arrive à une fin où le mur est là, où la souffrance est là, où l'agonie est là, mais bien sûr qu'à ce moment-là, entre le médecin et son patient, et la famille, et tout l'entourage, mais bien sûr qu'il y a une fin de vie avec dignité, mais pas une fin de vie avec injustice. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre une fin de vie en route si on n'a pas la conviction que c'était nécessaire, que c'était obligatoire, que c'était intentionnel. Écoutez, ces choses-là sont clairement dites. On va continuer à en parler avec David Bouillon et avec Gilles Bréac. Et si vous avez envie d'appeler, c'est un problème qui nous concerne tous, hélas. 0826 300 300. Un jour, j'ai prêté serment. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. David Bouillon, médecin généraliste, Gilles Bréac, éditeur. Un jour, j'ai prêté serment. Alors, Gilles Bréac, vous n'êtes pas du tout médecin? Non, alors pas du tout, non. Qu'est-ce que ça vous a, alors l'expérience que vous avez vue, enfin le film que vous avez fait avec David Bouillon et ce livre, au fond, vous, alors citoyen, je tire, vous faites quoi d'ailleurs, votre métier dans la vie, avant d'être éditeur je suis musicien et ingénieur du son, donc très bien, bien loin de la médecine. Alors qu'est-ce que ça a appris à l'ingénieur du son et aux médecins et aux citoyens? Ça a peut-être appris surtout à ouvrir les yeux. Et c'est vrai que il y a quelques minutes, David dit « Les gens font confiance en leur médecin ». Moi, j'étais le premier à faire confiance en mon médecin, sans me rendre compte que, dans le fond, bien plus souvent que ce qu'on pourrait penser, les choses ne sont pas faites dans le bon sens et comme il faut. Et c'est ça, j'ai appris. J'ai appris. Et c'est clair que maintenant, je fais beaucoup plus attention à toutes ces choses-là. On a parlé de la loi du patient. J'ignorais totalement qu'il y avait une loi du patient. C'est pas une loi, d'ailleurs, c'est une loi. C'est une loi relative aux droits du patient. C'est une loi. C'est une loi. Attendez, c'est très intéressant. En Belgique, en tout cas, que, oui. Ah oui. Mais je ne sais pas si on a ça en France. Faudrait en vérifier ici. Aussi. Attendez, alors c'est quoi, juste, cette loi du patient? Parce que j'avoue que, voilà. Donc, c'est une loi relative aux droits du patient, où il y est mis que le patient a un rôle central. Il a droit à la dignité, il a droit à une médecine de qualité. C'est dans la loi. Il a droit à un consentement éclairé, il a droit de l'information. En réalité, tout ce que le patient a droit est dans cette loi. Mais dites-moi, on n'a pas eu ça pour le vaccin, pour le Covid. Hein. Oui, il a droit aussi à la pas à la prise de décision, mais à la discussion sur les décisions que le médecin va faire pour le soigner. Et ça, vous n'étiez pas au courant, comme moi d'ailleurs. Pas du tout. Et quand j'en parle d'ailleurs à d'autres personnes, en général, les gens ignorent totalement que cette loi existe. Donc ça vous a déjà, ça vous a apporté ça. Et ça m'a servi. Et ça m'a servi en plus. Donc oui, non, c'est fondamental, c'est super important. Et ça m'a appris aussi à me rendre compte que la détresse humaine, on en a connaissance très souvent. On voit ça à la télévision, on entend ça à la radio, on en a connaissance. Mais un peu abstraite, mais on le voit. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Ici, moi, je me souviens très 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 bien, à Malmedy, j'étais en train de filmer une fille qui parlait de sa maman de 86 ans, qu'on avait déclarée démente alors qu'elle était simplement sourde. C'est quand même fou, quoi. Bon, sans compter les problèmes d'infection, etc. Mais j'étais en train de filmer et
C'était un des tout premiers reportages que l'on faisait. J'étais en train de filmer, mais je me liquéfiais littéralement au fur et à mesure du tournage en me disant « Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. » Et si, ça l'est. Et tous ces témoignages ont fait que c'est pas des choses qui sont comme ça ponctuelles. Non. Ça va bien au-delà de ça. Parce qu'il y a des gens qui nous l'ont dit lors de certaines projections. Oui, mais ce sont des cas particuliers. Pas du tout. Ce n'est pas ponctuel du tout. Et c'est pour ça que le combat de David... moi, je l'admire pour ça, parce que franchement, je ne sais pas si je pourrais faire un combat pareil. C'est une vraie croisade, il porte bien son nom de Bouillon. C'est une croisade. C'est le copain Bouillon de culture, bien sûr. Non, Godefroy de Bouillon. de Godefroy de Bouillon. Mais il ne prend même pas le second degré, David, c'est ça que j'aime bien. Mais c'est vraiment important, et je pense que le livre est presque tout aussi important que le film, en fait. C'est deux choses qui sont très liées. Et c'est ce qui est très intéressant. Alors justement, parlons de ça. Vous avez vu que depuis quelque temps aussi, David Bouillon, on parle d'un nouveau variant. Voilà, on pensait que cette séquence était finie avec tout ce qui s'est passé, hein, et on pourra en reparler parce qu'elle n'est pas finie du tout, au sens que les conséquences de ces 5 ans ne commencent qu'à apparaître maintenant. Vous avez vu que du côté d'Ursula von der Leyen et des contrats mirifiques qu'elle a signés avec Pfizer, là aussi ça va sortir, etc., etc. Mais je reviens à ça. Au fond, et vous nous en aviez parlé, mais je pense qu'il serait bon... On parle d'un nouveau variant, mais vous disiez juste hors antenne, avant qu'on reprenne l'antenne, mais il serait peut-être temps de voir l'immunité de chacun, de mesurer l'immunité de chacun et de traiter l'immunité de chacun, parce qu'on n'est pas égaux devant cela. Hein. On a chacun notre métabolisme, etc. Alors vous dites qu'il faut d'abord agir sur justement la prévention. Mais, M. Berkoff, c'est dans le livre et ça fait partie du serment. Donc ça veut dire que pendant cette crise sanitaire, j'ai appris à travers les milliers de prises en charge et les milliers de prises de sang que le système immunitaire peut être analysé, évalué. On peut savoir par prise de sang, je dis bien par prise de sang, son taux de vitamine D, on peut savoir son magnésium, on peut savoir un petit peu comment se comporte son système immunitaire. Et donc... la sérologie par prise de sang est importante aussi. Comment est-ce qu'on peut parler de variants? Comment est-ce qu'on peut parler d'une infection, et rougeole et tout, hein, alors qu'on peut mesurer simplement les anticorps? Après 5 ans de crise sanitaire et de crise Covid, il suffit de faire une prise de sang, on sait voir les anticorps que nous avons. Donc rendre la prise de sang obligatoire quelque part. Mais voilà, parce que ça peut... oui. Mais oui, parce qu'une prise de sang évite une vaccination inutile, et surtout, en plus, quand elle est expérimentale. Donc, si vous voulez, une prise de sang permet d'évaluer. On peut faire les marqueurs cardiaques, on peut faire les marqueurs de cancer. Une prise de sang donne vraiment le bon diagnostic. Et alors, donc, les personnes âgées que nous côtoyons, elles sont sous vitamine D contrôlées, elles prennent des cures de vitamine C, elles prennent du magnésium, on leur demande de prendre davantage de fruits bien spéciaux, les kiwis, tous ces fruits qui apportent tout ce qu'il faut pour le système immunitaire, mais on ne parle pas de prévention, alors qu'on avait le temps de le présenter, on avait le temps d'éduquer toutes les personnes de se préparer à défendre son système immunitaire qui défendrait le système immunitaire aussi contre les cancers, contre des maladies auto-immunes. Donc en réalité... On ne sait pas qu'on peut guérir, mais on peut prévenir, c'est ça. Mais c'est-à-dire que je n'en suis même pas certain, parce que si vous avez un bon système immunitaire, parce qu'il n'y a pas que les médicaments et les compléments, il y a aussi le sport, il y a aussi le bon sommeil, enfin il y a tout un ensemble de critères, mais vous êtes bien plus fort contre la maladie quand votre système immunitaire, quand votre mental, en Belgique, ils sont complètement saturés dans les services de psychiatrie, tellement que cette crise Covid a mis les personnes en dépression et en burn-out et en Covid long. Donc ça veut dire, aussi, comment est-ce qu'on peut parler de Covid long alors qu'il n'y a pas de grippe longue? Mais parce que les Covid n'ont pas été soignés de manière précoce, ils n'ont pas été pris en charge rapidement. Souvenez-vous, on disait, restez à la maison et prenez du Dafalgan, prenez du paracétamol, prenez... Mais une pneumonie... Et si vous étouffez, appelez à ce moment-là l'hôpital. Vous avez vu Maryse, Maryse, elle toussait, son médecin traitant lui a dit, c'est le Covid, reste à la maison. Elle est venue à Gland et c'était un cancer du poumon. Donc ça veut dire que des moments où on ne donne pas, on n'établit pas un bon diagnostic, à ce moment-là, on fait des grosses erreurs médicales, et si on méprise la prévention,
c'est encore une double erreur médicale parce que l'organisme a besoin aussi de traitements naturels. Comment ça se fait que dans un serment d'Hippocrate, par exemple, on ne peut pas utiliser des médecines alternatives, des médecines de la naturopathie? C'est sulfureux, ce sont des charlatans. Je sais, mais alors, le film vient vous dire, moi je veux témoigner que le traitement du docteur Bouillon, curatif et préventif, ça a marché et ça marche, et ils ont un dossier médical, ils ont leur prise de sang. Et donc l'ordre a fait une grave erreur me concernant, c'est qu'ils n'ont jamais entendu les victimes, ils n'ont jamais entendu les personnes âgées, ils n'ont jamais entendu la maltraitance de toutes ces personnes. Là, vous êtes levé, là, vous avez réintégré, vous avez été condamné par l'ordre des médecins. J'ai eu 9 mois de novembre 2023 à août 2024 pour avoir résisté à la trahison de mon serment d'Hippocrate, et donc les personnes âgées n'ont jamais été entendues, mais donc depuis le mois d'août 2024, je suis médecin, je ne suis pas ni radié, ni suspendu, ni extrémiste, ni rien du tout. Je suis simplement un médecin qui suit son serment jusqu'au bout, jusque devant les tribunaux. On va continuer d'en parler, mais je crois que nous avons un auditeur. On accueille Michel qui appelle de Bretagne. Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour André et à votre invité. Bonjour. On vous écoute, Michel. Comme il existe le code civil, il existe ce qu'on appelle le code de santé publique qui protège le patient. Par exemple, on ne peut pas obliger un patient à prendre un médicament sous contrainte. Ça n'existe pas. Et je continuerai en disant que un vaccin étant un médicament, on ne peut pas injecter à un patient contre son avis ce vaccin. C'est la loi Kouchner de 2005. Vous voulez dire, c'est ce qu'on appelle, Michel, le consentement éclairé. Il faut que le patient sache, c'est ça? Oui, qui est doublé par la loi. D'accord. Voilà. D'accord. Par rapport au fait que le médecin qui est à l'antenne disait qu'il ne savait pas s'il existait une loi qui défendait en France le patient. Mais bien sûr que si. Voilà. D'accord. Merci en tout cas. Merci Michel. Tout à fait. Voilà, c'est tout le problème qui a été posé effectivement. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où on voit très 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 bien ce qui s'est passé, parce qu'il faut quand même voir qu'il y a 5 ans, vous osiez dire la moitié du quart de ce que vous dites aujourd'hui. Vous étiez effectivement du côté non seulement des complotistes, mais des gens qui ne comprennent rien à la science, etc. Et vous avez vu ce qui s'est passé aussi, c'est très intéressant. Je parle toujours de Robert Kennedy Jr., qui a dit que nous n'allons plus faire confiance aux grandes revues médicales scientifiques. Et il a nommé le Lancet, il a nommé le New England Journal of Medicine, il a nommé énormément de revues. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous savez, mais on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est que les directeurs et directrices de ces revues, je parle des plus grands journaux scientifiques mondiaux, américains, anglais, etc., disent, écoutez, aujourd'hui, on ne tient plus parce que la moitié de nos publications, elles sont sujettes à caution, sinon fausses, parce que il y a l'argent. Et est-ce que, pour vous, alors, David Bouillon, effectivement, est-ce que la santé est devenue, il l'était depuis toujours, un marché comme un autre? Est-ce qu'il n'y a pas ça, quand même? Mais c'est pire. On est même dans des homicides et des assassinats, monsieur de Berkhoff. Vous vous rendez compte qu'en 2021, j'ai fait une conférence de presse à Bruxelles. Je pouvais prouver par les milliers de prises de sang que j'avais effectuées que les anticorps que les personnes avaient par rapport à leur groupe sanguin pouvaient être injectés. Donc ce sont des anticorps naturels. Ils pouvaient être injectés auprès donc de personnes qui avaient des Covid sévères du même groupe sanguin. Et ils étaient guéris. Donc ça veut dire qu'on avait un traitement contre la Covid en 2020 et en 2021. On avait un traitement, c'était les anticorps naturels de personnes qui avaient la Covid et qui pouvaient à ce moment-là être injectés. Et donc j'ai fait une conférence de presse et donc dans l'agence Belga, donc dans ce journal national, le commissaire Corona. Donc le commissaire Corona, la personne qui est tout en haut du task vaccination, avait dit que c'était un excellent travail, c'était une bonne étude. Mais la politique a une autre vision. Et donc, des moments où la médecine a été mise en prison par la politique, ça veut dire que la dignité a été mise en prison. Et ça veut dire que l'argent ne peut jamais être entre le médecin et son patient. Donc, on doit soigner
pour la dignité, pour le droit à la vie, mais pas pour s'enrichir et pas pour gagner un argent, parce qu'alors ça veut dire qu'on trahit son serment. Et donc, c'est là le gros problème de cette crise sanitaire. Oui, c'est un problème majeur, on le sait, et qui existe. On ne va pas commencer ni à donner des noms, ni à faire... Non, il n'y a pas de nom, mais monsieur Berkoff, il y a un professeur d'université qui s'est acharné sur moi pendant cette crise sanitaire, parce que ce professeur était un anti-test rapide, il était pour le PCR, il était pour la vaccination, et donc il a porté plainte à l'ordre contre moi, et il a servi de juge et partie. Donc ça veut dire que l'ordre m'a même pas écouté, parce qu'il y avait un professeur devant moi, alors que moi je suis simplement un petit généraliste. Mais donc les tests rapides maintenant vont être jugés fin juin devant le tribunal correctionnel de Mons, et donc vous vous rendez compte c'est une croisade. Donc ça veut dire que c'est un médecin qui doit transformer sa mission en un combat, en une lutte, en une croisade. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller maintenant devant les tribunaux seul, sans avocat, parce que ça coûte trop cher. Et donc je veux vraiment que cette dignité humaine puisse être la priorité, comme on le dit devant cette convention. Et je pense que la quasi-totalité, en tout cas la grande majorité des médecins est d'accord avec vous, parce que c'est leur vocation. Maintenant, il y a, comme d'habitude et comme dans tous les métiers, des gens qui sont sensibles à, je dirais, comme la manne céleste, ou peut-être pas céleste, mais qui vient d'un certain nombre d'institutions, et c'est tout le problème. Mais ça, c'est un problème général qui ne concerne pas que la santé. Il y a quand même des problèmes de corruption, aussi bien monsieur Berkoff, qu'ailleurs. Hein. Oui, monsieur Berkoff, mais ma conscience, elle sera normale, elle sera tranquille jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça le problème. David Bouillon. Parce que le serment, dans le serment, il y a un mot très important, c'est qu'il ne faut jamais le trahir, même sous la contrainte. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis 1990. Et nous continuerons à en parler tout de suite avec Gilles Bréac et avec David Bouillon. 0826 300 300 si vous voulez intervenir. À tout de suite. La santé, la vie, la mort, la prévention et le serment d'Hippocrate sont des questions évidemment essentielles, capitales. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Comme disait Shakespeare, ce n'est pas to be or not to be, c'est serment d'Hippocrate ou sermon d'Hypocrite. That is the question qui est posée, notamment à travers ce livre. Un jour, j'ai prêté serment du docteur David Bouillon et de Gilles Bréac. Alors Gilles Bréac, là je parle aux citoyens que vous êtes et que je suis et que nous sommes, hein, tous ici à Sud Radio et tous à l'écoute de Sud Radio, à l'écoute de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, nous, bon, on n'est pas médecin, on n'a pas la compétence, mais on est évidemment tous patients aujourd'hui, demain ou après-demain, volontaires ou pas, et on a envie d'être le mieux protégé possible. Et à votre avis, est-ce que, Gilles Bréac, il y a quelque chose à faire ? Il y a à se manifester, et si, comment ? Je vais répondre d'autant plus facilement à cette question que j'ai pu expérimenter très récemment. Bon, maintenant j'ai l'avantage évidemment d'avoir un ami médecin à mes côtés. Ça sert toujours, un avantage, ça peut servir. Ça sert beaucoup. Non, mais oui, racontez ce qui vous a... La semaine passée, j'étais tout simplement pendant une semaine à l'hôpital, donc oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que pour la première fois de ma vie, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps dans les hôpitaux malheureusement, mais pour la première fois de ma vie, j'ai réagi. C'est-à-dire que le médecin... Mais racontez-nous, oui, quand même. Donc j'ai appelé mon ami médecin qui m'a dit « Ouh là là, c'est embêtant ce que tu as, on va appeler l'ambulance et tu vas aller à l'hôpital. » J'arrive à l'hôpital, je vais aux urgences. Aux urgences, j'ai pas grand-chose à dire, franchement. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et comme on était la veille du week-end, il m'a dit... je vais vous placer en soins intensifs, comme ça au moins vous serez surveillé, parce que c'est vrai qu'en chambre... C'est en Belgique, là. Oui, c'est en Belgique. Hein. Dans un tout nouvel hôpital magnifique, etc. Et puis j'arrive donc dans ces soins intensifs, et j'ai le médecin qui débarque le matin, et qui me demande ce que je viens faire là, ce que j'ai, etc., etc. Chose que j'avais déjà dit maintes et maintes fois aux urgences et avant. Et puis à un moment donné, il me dit, et là j'étais vraiment surpris, bon, je vais aller consulter votre dossier et je reviens vers vous.
Donc il vient me trouver sans même avoir vu mon dossier. Moi, j'aurais fait l'inverse, personnellement. Bon. Et puis, la journée se passe. Et moi, je voulais quand même un petit peu en savoir plus. La journée se passe et je demande à une des infirmières, je dis tiens, dans le fond, vous avez une idée à quelle heure repasse le médecin? Ah, mais il passera plus aujourd'hui, monsieur. Je dis pardon. Je dis comment ça, il passera plus aujourd'hui? Mais moi, j'ai reçu aucune information. Ouais. Et donc là, j'ai bien retenu ma leçon du droit à l'information et du droit des patients. Et j'ai dit mais ça, je suis pas d'accord du tout avec ça. Moi, je veux voir ce médecin. Si jamais je ne vois pas ce médecin, je vais demander un transfert dans un autre hôpital où j'ai plus l'habitude d'aller. Oh, mais enfin, mais monsieur, réagissez pas comme ça, etc., etc. Bon, il se fait que je ne l'ai pas vu parce que j'ai appris que ce médecin était le médecin du service où je me trouvais, mais aussi de 2 autres services, tout seul. Donc déjà, ça pose question. Mais je l'ai revu le lendemain, ce charmant médecin, et il avait été mis au courant de tout ce que j'avais réclamé et de ma menace de partir. Et j'ai bien vu que ça l'avait un peu piqué. Et du coup, les choses se sont passées un peu plus facilement. J'ai dit, tiens, ce serait peut-être bien qu'on me fasse un petit scanner, parce que je connais et j'ai mon scanner le jour même, et des choses comme ça. Enfin, vous savez que il faut réagir, en fait. Oui, mais c'est vrai, mais Gibrac, vous êtes très privilégié. Parce qu'en France, avec l'engorgement des hôpitaux et des médecins, à mon avis, on vous aurait dit, écoutez, partez si vous voulez, mais vous n'allez pas trouver. Hein. David Bouillon, je voudrais qu'on conclue cette émission en disant, au fond... c'est une bataille permanente. Il y a une semaine, il est à Charleroi, je suis à Mons, parce qu'il a donné sa version. Moi, je vais donner la mienne en tant que médecin. Donc, c'est un monsieur qui est à domicile, qui est pas bien du tout. Je viens, il a 8 de tension, ça sent la pneumonie, ça sent la septicémie, et donc j'appelle l'ambulance, mais je reçois les résultats de la prise de sang. Et c'est marqué, bien expliqué dans le livre, le CRP, qui est l'indicateur d'infection, était à 200 au lieu de 5. Il était dans une septicémie. Mais... le patient ne se rend pas compte qu'on met des antibiotiques en intraveineux, aux soins intensifs. Mais si ce monsieur n'est pas pris en charge à domicile, sans ces antibiotiques intraveineux, c'est des pompes funèbres. Ce sont les pompes funèbres, parce qu'on arrive trop tard dans une septicémie. Donc les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un médecin qui se déplace à domicile rapidement, on les découvre décédés à domicile, parce que c'est une pneumonie septicémie. Et donc dans le livre, il y a ce fameux cette prise en charge qui doit être obligatoire à travers le serment. C'est-à-dire que le médecin généraliste, il ne dispose que de ses instruments. Bien sûr. Il dispose d'une consultation médicale, des informations que le patient lui dit, mais surtout d'une prise de sang qui va lui donner un diagnostic et un bon traitement. Moi, je n'hospitalise rarement des personnes, parce que le traitement est mis en route, sauf... Ici, Charleroi, 65 km, je ne pouvais pas le soigner de manière quotidienne. Mais David Bouillon dit quelque chose de, je crois, qu'on peut tous retenir. La prise en charge, eh bien, prenez-vous en charge. Aide-toi, le médecin t'aidera. Merci. Sud Radio.